La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y aurait vraiment intérêt à faire une database. Une Pour... database, il y a surtout plein de choses à faire. On est d'accord. Parce qu'on en avait parlé à propos d'un patient avec Philippe Durand, mais si on veut les réveiller, la VNI, pourquoi pas? Tout à fait. Et pas uniquement la VNI qu'on voit la mucoviscidose qui a 100 à transplantation. Stéphane, tu voulais parler? Je voulais juste rebondir sur la notion de 0 millilitre de VT. Quand tu parles de 0 ml de VT, on est bien d'accord que les poumons sont aérés. Oui, il est fait. Voilà. Alors nous, on a été confrontés surtout sur les petits pois, immédiatement après la mise en place de l'ECMO, à des poumons avec 0 VT et avec 2 poumons. Oui, des gens avec 0 VT, juste une PET. Alors voilà, donc on a un patient qui ventile, qui est précaire, qui rentre dans les critères d'ECMO, souvent des petits bébés. Et donc on le met dans le protocole ECMO, on met en route l'ECMO, on passe en ventilation, on diminue la fréquence respiratoire sans toucher à la PEP, et on se retrouve instantanément avec 2 poumons blancs totalement atélectasiés. Et là, le 0 VT n'est pas un problème voulu, mais subi. Et donc après, on se bat, et en gros, il y a 2 catégories de patients après. Il y a ceux qui se réaèrent à la faveur des manœuvres de positionnement, de la kinésithérapie respiratoire, et il y a ceux qui ne se réaèrent jamais. Je voulais savoir quelle était ton expérience, parce que tu es un petit peu un expert dans le domaine du petit. Et oui, voilà. Alors je suis d'accord qu'il y a ZRA et ZRA, mais nous on a été vraiment soucis. Alors en gros, et on ne voit pas dans les papiers, c'est quand on met une ECMO, qu'est-ce que font les gens? Est-ce qu'ils montent massivement la PEP? Ça c'est écrit nulle part, on ne sait pas. Quel était le niveau de PEP juste avant l'ECMO? Enfin voilà, et nous, du coup, on est très embêtés parce que le fait est, c'est qu'on ne change rien sur notre respirateur. On met juste une canule, bon, c'est pas juste une canule, mais il y a quelque chose manifestement qui se passe et que nous ne maîtrisons pas, nous, en tout cas. En tout cas, chez l'adulte, finalement, le niveau de PEP qui change un peu. En pédiatrie, on a tendance à monter la PEP. Ouais. Après, et c'est là où il y a aussi des choses à faire, c'est que c'est pas dépendant de la téléctasie. On sait que dans les 24 heures qui suivent la mise en ECMO sur du respiratoire, on fait de la transfusion massive, parce que quand c'est tout petit, c'est reconstitué. En termes de perméabilité pulmonaire, il y a probablement plein de choses. Mais ce qu'il faudrait regarder, alors on a l'échographie, essayer de voir si c'est vraiment de la téléctasie, si c'est bleu beige, si c'est pas obligatoirement ça. Donc nous on a tendance, maintenant, mais à monter la tête. Alors à quel niveau vous les assécher un petit peu? À quel niveau? Après, il n'y a pas de 10, 12, 14, même chez un tout petit. Voilà, alors quand on utilisait le cathétrachéal, on sait que ça fonctionne que si c'est bien recruté. Donc parfois on démarrait vraiment à des niveaux de tête assez hauts pour baisser ensuite. Une fois que semblait-il recruter, parce qu'on n'a pas beaucoup plus moyen de savoir. Moi, c'est tout ça pour effectivement, on a plutôt la stratégie de se dire qu'une fois qu'on a mis les poumons, on n'a pas forcément changé totalement la compliance du poumon. Donc on ne va pas avoir à baisser le niveau de PEP, on aura plutôt à l'augmenter, avec effectivement une stratégie de garder un poumon le plus ventilé possible, le plus aéré. Alors, il y a effectivement les patients qui sont inventilables pour les poumons blancs, comme le dit très bien Sylvain, je crois que mettre 20 PEP ou 40 de pression de plateau, ça ne sert à rien parce qu'on n'y arrive pas. Et donc dans ces cas-là, mettre une CPAP seule, une biphasique avec 24 et 10 de PEP, c'est à peu près ce qu'on fait de manière systématique, mais on sait qu'on ne recrute pas le poumon. Après, il y a le niveau intermédiaire avec des poumons qui ne sont pas complètement collabés, qui ont encore une possibilité de recruter. Et nous, on essaie de maintenir des PEP plutôt élevés, 10, 12. Voilà. Et les stratégies qu'ont les adultes maintenant, puisqu'il y a un papier de positionnement qui a été fait par l'équipe de Combe et qui est sorti dans la JRCCN en 2014, leur stratégie, c'est de ventiler surtout en butane pour éviter tout volotraumatisme
ils se fixent entre 24 et 26 et ils essaient de garder un niveau de gradient de pression entre la PEP et la Pmax qui est aux alentours de 12 sans dépasser 15. En disant que de toute façon, l'objectif c'est de recruter et c'est de ne pas être délétère, donc de ne pas monter les pressions max trop importantes. Et c'est un peu tout ce qu'on fait en pratique, on ventile souvent 24 plus 12 et puis après on adapte en fonction de la similitude du patient. Oui, je voulais... Mais on n'a pas moyen de savoir si c'est interfait ou pas, parce qu'on risque de surpuissance des Ouais. La 24 plus la 36, donc Ouais. techniquement, j'ai... Non, 24 de max, c'est quand même avec un gradient à 12. une pression motrice Oui, il y a un point qu'il ne faut pas oublier, il faut aller encore plus loin dans ce sens-là, c'est que augmenter à ce point-là les niveaux de pression en ECMO véno-veineuse, il faut voir quel va être le résultat sur l'interaction cœur-poumon. Donc dans ce contexte-là, surtout quand on est en chirurgie cardiaque, on va sur l'écho très très vite et on regarde et en fait on va optimiser nos niveaux de pression en fonction de la tolérance hémodynamique. Parce qu'on est en véno-veineux, on n'est pas en artéro-veineux. Et souvent c'est le facteur limitant. Donc il y a certaines publications dont tu as parlé, que je trouve qui sont un peu trop dogmatiques. C'est-à-dire qu'on applique des protocoles ventilatoires d'une façon assez rigide, alors que tout ce que vient de dire Sylvain, on voit bien que c'est une espèce de continuum, une évolution qui se produit. Dans une première phase, certes, on est sur un SDRA, on parle SDRA, voilà, on est sur un SDRA, en effet, il faut une curarisation, mais ça veut dire que l'assistance, elle est forcément totale à ce moment-là. Difficile de faire autrement. Et puis, en fait, les deux techniques s'associent. Un peu plus tard, on va passer en assistance partielle et après, on va jouer ventilation de sevrage de récupération. On n'est plus à l'époque où on poussait l'ECMO 15 jours, 3 semaines, et puis après on regardait comment il respirait. Maintenant, on a bien compris qu'il fallait agir en amont. Ce qui est intéressant de savoir, c'est sur quels critères on va commencer à changer et à se dire qu'on peut essayer de faire ventiler le patient par lui-même. Alors, évidemment, je suis en train d'introduire la NAVA, là, mais c'est comment vous gérez cette phase de bascule? Au départ, une fois qu'on a réglé nos niveaux de pression, progressivement, on va voir réapparaître un VP. Là, c'est assez... C'est ça. Ben, les courbes qui commencent à réapparaître. J'exagère 2-3 minutes pendant 8 jours. Et puis d'un seul coup, il y a un volume courant qui réapparaît pour des niveaux de pression équivalents. Et là, à ce moment-là, on essaie de voir, de voir si on peut... Est-ce que vous utilisez beaucoup les courbes de compliance, pression-volume? Au début, il n'y a rien. Au début, il n'y a rien du tout. Puis après, on commence à voir un petit peu et à quel moment ça va nous permettre de décider un changement de stratégie. Il y a un autre point aussi sur lequel on n'a pas insisté, c'est ça c'est de la CEC, c'est à savoir quel ratio je mets entre mon balayage et le débit de mon assistance. Parce que grâce à ça, on fait ce qu'on veut avec la PCO2 dans la plupart des cas. Voilà, c'est ça. Donc on fixe... Sur le niveau d'assistance qu'on utilise, il n'y a pas vraiment de problème. Non, surtout avec les progrès des membranes, il y a encore moins de problèmes à ce niveau-là. Alors qu'il y a eu des époques où il fallait associer 2 membranes pour essayer d'arriver à décarboxyler. Il n'y a que les cheveux blancs qui savent ça, c'est ça. Et j'en ai pas, j'ai de la chance. C'est ça, Gattenoni. Un point juste pour vous parler de Nava un tout petit peu plus, et la dissociation avec le problème des curares. Les curares tout à fait indispensables, mais comme a très bien montré Nicolas dans les premières diapos, plus on va mettre le diaphragme au repos en le curarisant, moins sa reprise et son activité sera forte X jours après. Donc il y a une espèce de challenge là où on peut se permettre de curariser, mais très vite il va falloir garder présent à l'esprit que le diaphragme, après il va falloir le réhabiliter, le récupérer. C'est sûr que le fait de rechercher ça avec une activité diaphragmatique, ça nous oblige à être encore plus précis sur la PCO2, pas assez de PCO2, évidemment il n'y a pas de simulation descente, trop de sédation, il n'y a pas de simulation, et donc ça oblige en permanence à faire une titration avec l'objectif, vite, je reprends une activité de l'EDI. Et à ce moment-là, l'objectif c'est de reprendre une ventilation spontanée. Je ne suis pas trop partisan de l'extuber à tout prix, je trouve que ça n'a pas vraiment un intérêt majeur. Par contre, ce qui me paraît essentiel, vous me direz si je me trompe, c'est surtout de reprendre une activité diaphragmatique et un mode de ventilation spontanée. Après, le fait d'enlever la sonde ou de faire de la VNI, c'est qu'un problème d'interface. Une fois qu'il a repris une spontanée, moi ça me paraît le problème essentiel. Quelle est votre opinion là-dessus? C'est un objectif que vous recherchez ou bien vous laissez, vous attendez? Stéphane?
non-IVI, quand il est en VNI intera, c'est quand même, surtout sur des petits bébés, c'est pas... C'est pas extrêmement facile. On pourrait penser que ça peut être plus léger, mais ça peut être plus grand. Expert, Oui, et puis c'est pas n'importe quelle affection, mais je pense que c'est dans l'évolution des pratiques, même nous, on voit un expo et on va réveiller plus, et que éventuellement, si à terme c'est appliquer une PET et laisser une ventilation spontanée, pourquoi pas imaginer la VNI. Je suis un peu moins chaud sur juste les lunettes d'oxygène parce que voilà. Ouais. Et alors, quitte à peut-être que quand on laisse déclencher la machine, alors c'est chez l'adulte, peut-être qu'on ne fait pas toujours comme il faut et qu'on peut dégrader notre patient parce qu'il va se choisissant, etc. Il vaut mieux que ce soit lui qui déclenche. Ouais. Même si j'en ai pas la passion. Est-ce que des solutions, ce ne serait pas de monitorer de façon permanente l'activité diaphragmatique? Ben oui, la réponse est sur la sonde de Nava. La sonde de Nava, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est une sonde gastrique avec des capteurs qui nous permettent de monitorer en continu l'activité diaphragmatique. Une fois qu'on a pris conscience et de l'intérêt pour ça, ça devient le monitoring principal pour justement optimiser. Un patient sous ECMO sur lequel on a l'objectif d'aller vers une reprise d'activité, on va regarder en permanence s'il y a cette activité diaphragmatique. C'est ça qui nous fait dire trop de sédation ou une PCO2 inadaptée. Ok, oui Philippe. Sur la Nava, sur le mode d'affirmation sur le signal EVI, bon, très bien, c'est très séduisant. Il n'y avait pas jusqu'alors d'études contrôlées sur le sevrage. Et l'étude qui a été publiée en session orale à la SRL, on va publier dans les mois à venir, qui est sur le sevrage est négatif. Il y a une réduction significative du pourcentage d'asynchronie. C'est sûr, oui. Qui a été montré sur pas mal de papiers physiologiques. Mais sur l'homme sans ventilation, il n'y a aucune différence significative par rapport à l'aide inspiratoire. Sur le corps, à l'âge de l'organisation polyvalent, il n'y a pas de test drap et il n'y a pas de mal des cours. Là où c'est sensible, c'est sur les patients avec une atteinte cardiaque, où on voit qu'il y a les premiers papiers qui ont été faits en chirurgie cardiaque pédiatrique montraient qu'il y avait une durée de ventilation qui était plus courte, mais surtout dans un contexte hémodynamique plus favorable. Donc ça s'adresse surtout, c'est l'interaction cœur-poumon qui est vraiment favorisée dans ce cas-là. Oui, Nicolas, on va passer à la présentation suivante d'Émilie Thueux, de l'équipe de La Trousseau, sur la prévention des escarres.